Derrière le terme cancer de la peau se cachent les mélanomes et les carcinomes. Si les mélanomes sont plus dangereux pour la santé, ils sont heureusement plus rares. Faisons le point avec le docteur L'Orphelin. Il est oncodermatologue au CHU de Caen. Bonjour docteur L'Orphelin. Bonjour Céline. Qu'appelle-t-on les cancers de la peau? Alors, les cancers de la peau, c'est un terme extrêmement vaste qui regroupe les tumeurs malignes qui siègent sur le tégument, c'est-à-dire sur la peau. Et une tumeur maligne, c'est finalement l'accumulation, un amas de cellules malignes, c'est-à-dire qui ont une prolifération anarchique et anormale. Et toutes ces cellules, en proliférant, se regroupent et vont former un amas qui va faire une tumeur. La peau contient beaucoup de cellules qui sont différentes et selon la cellule qui est atteinte, qui a cette prolifération anarchique et anormale, alors on y aura différents types de cancers cutanés. C'est comme ça qu'on arrive à les différencier. À titre d'exemple, si on a une prolifération anormale de cellules mélanocytaires, donc les cellules en charge du pigment de la peau, alors on aura un mélanome. Si on a une prolifération anormale des cellules basales, on aura un carcinome basocellulaire. Et si on a une prolifération anormale des cellules spineuses, on aura un carcinome épidermoïde. Et en fait, cette distinction est extrêmement importante parce qu'elle permet également d'aller établir le diagnostic. Le mélanome étant une prolifération de cellules qui ont pour rôle d'aller donner le pigment à la peau, va plutôt se diagnostiquer dans la majorité des cas comme un grain de beauté particulier, nouveau, un peu plus noir, un peu plus asymétrique, alors que le carcinome épidermoïde, lui, va avoir une présentation beaucoup plus kératosique, beaucoup plus rugueux au toucher. Le point commun, par contre, qu'ont tous ces cancers de la peau, c'est qu'ils méritent une surveillance particulière et qui méritent d'être connus et reconnus pour être diagnostiqués le plus rapidement possible. Parmi les facteurs de risque des cancers de la peau, on trouve le soleil. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres, mais tous ne pèsent pas aussi lourd dans la balance. La survenue d'un cancer, quel qu'il soit, de la peau ou un autre, est la somme de facteurs très différents. C'est une survenue multifactorielle avec des facteurs extrinsèques et intrinsèques. Intrinsèques, typiquement notre génome, notre particularité à nous en tant qu'individu de développer un cancer, mais il y a aussi tous les facteurs environnementaux qu'on va appeler exposomes, qui sont l'ensemble des facteurs qui peuvent permettre la survenue d'un cancer, qui sont autant de facteurs favorisants. Et en la matière, il y a une véritable inégalité dans la balance, puisque les UV pèsent extrêmement lourd dans la survenue des cancers cutanés, quels qu'ils soient, que ce soit le mélanome ou les carcinomes. C'est d'autant plus vrai que l'exposition aux ultraviolets a été violente, intermittente et survenue dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et ça, ce sont des facteurs extrêmement favorisants pour la survenue d'un mélanome, mais également pour la survenue du carcinome basocellulaire. Pour ce qui est des ultraviolets plutôt chroniques et non pas intermittents, comme les coups de soleil, on a tendance à dire aux étudiants en médecine que les UV chroniques sont plutôt favorisants pour la survenue d'un carcinome épidermoïde. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour le mélanome, on estime qu'environ 90% des mélanomes qui surviennent de novo, c'est-à-dire incidents qui arrivent, sont le fait des UV. Donc il y a quand même une prédominance de la part des ultraviolets dans la survenue d'un cancer cutané. Après, il y a évidemment d'autres facteurs de risque, mais qui sont beaucoup plus à la marge. Il y a effectivement la part génétique, mais souvent cette question-là est source d'angoisse pour les patients parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une transmissibilité. En fait, c'est plus compliqué que ça. Et enfin, il y a des facteurs de risque bien plus à la marge, comme l'exposition à l'arsenic ou l'exposition aux hydrocarbures aromatiques, mais ils pèsent
assez peu lourd dans la balance comparé aux UV. Et enfin, ce qui est assez particulier pour les carcinomes épidermoïdes, toute plaie chronique ou toute lésion dermatologique chronique, ça peut être une plaie, ça peut être un lichen, ça peut être une brûlure, est à risque de cancérisation. Donc là encore, ça souligne l'importance du suivi dermatologique au long cours. Il faut donc se protéger du soleil toute sa vie. Oui, c'est indispensable. Et lorsqu'on dit se protéger du soleil, il faut, comme en toute chose, trouver la juste mesure. Il n'est pas question de vivre reclus, de ne jamais s'exposer, de ne jamais aller dehors, mais il faut le faire en bonne intelligence, en ayant connaissance des risques. Il est hors de question de demander à un patient de devenir un enfant de la Lune, ce n'est pas le but. Mais il doit être au courant des risques qu'il encourt et adopter les bonnes mesures. On ne le dira jamais assez, les vêtements protègent bien mieux que n'importe quelle crème solaire, fût-elle la meilleure du marché. Et si il y a des parties découvertes, auquel cas une crème solaire indice 50, mise plusieurs fois par jour, reste indispensable. Est-ce que tous les cancers de la peau sont invasifs ? Pour répondre à cette question, il faut déterminer ce qui est invasif. Un cancer, qu'il soit cutané ou d'un autre organe, a une capacité, au moins théorique, à aller essaimer, à aller disséminer, c'est-à-dire partir ailleurs, soit par voie lymphatique, soit par voie hématogène, c'est-à-dire sanguine, et auquel cas va aller donner des métastases dans des organes à distance. Donc, tous les cancers ont un risque, au moins théorique, à devenir invasifs et à essaimer à distance. Cependant, ce risque est quand même très différent dans les cancers cutanés dès lors qu'on considère le carcinome basocellulaire ou le mélanome. Le mélanome, en la matière, est clairement le cancer cutané qui a le plus grand risque de disséminer et d'aller donner soit des métastases, soit des adénopathies, c'est-à-dire des ganglions pathologiques. Il y a ensuite le carcinome basocellulaire qui quasiment ne donne jamais de lésions à distance, mais comme tous les cancers, il peut avoir une agressivité locale. C'est pour ça qu'il faut malgré tout le prendre en charge, généralement avec une simple chirurgie. Et enfin, entre les deux, on a le carcinome épidermoïde qui, très rarement, va disséminer à distance. On estime que c'est moins de 1% des cas. Quel est le pronostic vital des cancers de la peau ? Quand, en consultation d'annonce, on est face à un patient et qu'on lâche le mot de cancer, finalement, ça crée un avant, un après, et le patient, parfois brutalement dans son esprit, se retrouve malade et potentiellement d'une maladie grave avec une évolution potentiellement péjorative lorsqu'on parle de mélanome. Donc c'est assez naturel que la discussion autour du pronostic arrive assez vite lors de la consultation. C'est une angoisse qui est légitime, ou du moins c'est une question qui est légitime. Mais il faut se rappeler que le pronostic est multifactoriel. On ne traite pas un mélanome, on ne traite pas un carcinome avec telle caractéristique qui donnerait l'ensemble de son devenir. On traite un mélanome avec des caractéristiques propres qui survient chez un patient qui a lui-même ses caractéristiques propres. Et ça change beaucoup de choses, parce que finalement, le pronostic va devenir multifactoriel. Évidemment, on aura tout ce qui permet de caractériser le cancer cutané. Sa taille, est-ce qu'il est périorificiel? Est-ce que l'épaisseur tumorale est importante? Est-ce qu'il a des facteurs de mauvais pronostic à l'histologie? Mais finalement, il y a aussi tout le terrain sur lequel survient ce cancer cutané, c'est-à-dire les comorbidités du patient, son âge, est-ce qu'il est en bon état général, est-ce qu'il est immunodéprimé, et le cas échéant, si on doit le traiter, est-ce qu'il répond ou pas aux thérapeutiques que l'on propose. Et tout ça forme le pronostic. Donc le pronostic est toujours individuel et c'est toujours compliqué d'aller avancer des statistiques à un patient parce que il est lui et il est pas le patient d'à côté qui présente un cancer similaire.
Mais de manière générale, on peut quand même dire que le pronostic des carcinomes est excellent, de manière quasi évidente pour les basocellulaires, où simplement une chirurgie permettra de maîtriser la maladie. Et pour le mélanome, le pronostic est extrêmement dépendant de l'épaisseur tumorale. L'épaisseur tumorale que l'on appelle Breslow. Et finalement, cette épaisseur tumorale pèse extrêmement lourd dans le pronostic, dans un travail qui a été fait par le professeur Klaus Garbe en 2022. Il a repris l'ensemble des pronostics des mélanomes selon cette fameuse épaisseur tumorale, et le pronostic reste extrêmement bon dès lors qu'on est sur un mélanome débutant, c'est-à-dire avec une faible épaisseur tumorale, avec une survie à 10 ans de 95%. Donc c'est excellent. Mais tout ça souligne aussi l'importance du diagnostic précoce pour justement que ce pronostic reste bon. Parce que dans les mélanomes, on estime qu'on aura environ 13,8, près de 14% des mélanomes qui seront récidivants. Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous partager une anecdote que vous avez vécue avec un patient ou une patiente qui vous a marqué lors de votre pratique? S'il fallait retenir une seule histoire, je pense que je garderais celle de Franck, un patient que j'ai connu il y a 4 ans, qui est entré dans la maladie d'une manière extrêmement violente parce qu'il était plurimétastatique. On a essayé toutes les lignes thérapeutiques usuelles, l'immunothérapie, l'ensemble des thérapies ciblées qui étaient à disposition. Et finalement, sur chacune de ces lignes thérapeutiques, il a développé des effets secondaires, soit graves, soit très graves, ce qui le contre-indiquait toute poursuite de ces traitements. Donc nous avons discuté longuement et nous sommes convenus, lui et moi, qu'à 50 ans, en charge de famille, il fallait absolument trouver autre chose et tout tenter. On a essayé un traitement plus inhabituel qui n'avait pas l'AMM. Et finalement, aujourd'hui, c'est un patient que je suis encore. Ça fait maintenant 3 ans qu'il est lavé de son mélanome. Alors, j'aime bien utiliser le mot lavé parce que j'ai encore du mal à dire le mot guéri. Peut-être que j'y arriverai dans quelques années quand Franck sera toujours en rémission complète. Mais pour le moment, ça fait 3 ans qu'il est lavé de son mélanome. Et je le revois encore tous les 3 mois. Il n'a absolument plus rien et c'est quelqu'un qui aime profondément la vie, qui a une foi dans les lendemains qui est incroyable et qui a une bienfaisance autour de lui qui est toujours extrêmement inspirante, et maintenant qu'il va bien, très bien, quand je le vois, j'ai tendance à me dire que finalement, en tant que patient, lui aussi, il distribue du soin autour de lui par sa manière d'être. Merci beaucoup. Et peut-être pour préciser pour les patients qui nous écoutent, l'AMM, c'est donc l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Donc il a pris un médicament qui était en phase précoce, c'est ça? C'était des médicaments qui, tous isolément, avaient l'autorisation de mise sur le marché, mais qui ont été mis ensemble de manière non conventionnelle. On n'était pas dans une phase précoce. Merci beaucoup. Je vous remercie.